on nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Marie-Camille grandit entourée de phénomènes étranges que sa mère, une habituée du paranormal, accueille avec calme. Mais au fil des années, ces manifestations s'intensifient, laissant Marie-Camille face à une frustration grandissante et à un besoin irrépressible de comprendre les événements étranges qui la suivent au quotidien. Cette histoire s'intitule « Ce qui nous échappe ». En fait, quand je reparle de tout ça, de toute cette période, j'ai l'impression de vous raconter un rêve. Je me demande comment c'est possible d'avoir vécu tout ça. Je m'appelle Marie-Camille, j'ai 33 ans. Je vis actuellement en région parisienne. Je viens du centre de la France où j'ai grandi principalement avec ma mère, mes parents ayant divorcé quand j'avais 7 ans. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à vivre avec ma mère où j'ai pu être témoin des premières manifestations entre guillemets paranormales. Elle, c'est quelque chose qu'elle vivait depuis littéralement, je pense, son enfance, adolescence. Et ça l'a suivi toute sa vie, et c'est encore le cas maintenant. Ma mère, elle est d'une fratrie où il y a 7 enfants. Son frère Claude, c'était le petit frère de ma mère, mais ils avaient très peu d'âge d'écart. Et ils étaient très très complices. Ils étaient vraiment super proches. Ça a été une personne très très importante pour ma mère, de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est lorsque ma mère était enceinte de moi, c'était pendant, je crois, les fêtes de Noël. Ça se passait dans une maison familiale de je sais plus quelle personne. Donc mes 2 sœurs étaient là, elles étaient petites, elles avaient un caméscope où elles ont filmé un peu le week-end. Je crois que d'ailleurs c'était la maison de mon oncle parce qu'il avait un cheval ou un âne, je sais plus. Des vidéos sont tournées avec le caméscope pendant les 2 jours, etc. Tout se passe bien. Arrive donc le soir où il y a un repas familial. Au bout d'un moment, mon oncle se lève pour porter un toast. Quelqu'un filme à ce moment-là. Ça, c'est très important aussi de le savoir avec le caméscope. Et lorsque mon oncle se lève pour porter le toast, là, ma mère, elle ressent tout de suite le fait que son frère va mourir dans les heures qui viennent. Ma mère doit prendre la route avec mon père et mes 2 sœurs. Et là, elle supplie son frère de rentrer avec eux. Et lui, il dit qu'il doit prendre la route parce qu'il doit aller travailler, quelque chose comme ça. Ma mère termine de partir et elle est en larmes dans la voiture, elle est inquiète. Mon père la rembarre de manière totalement... il va pas mourir, enfin voilà, apparemment il a été très désagréable et il n'a pas du tout voulu la croire. Le lendemain midi, ils ont eu un coup de téléphone. Mon oncle était décédé sur la route, en accident de la route. Je vous ai dit qu'un caméscope avait été utilisé par quelqu'un de la famille pour filmer mon oncle lorsqu'il s'est levé pour porter le toast. Et lorsqu'ils ont fait développer le caméscope, toute la pellicule fonctionne parfaitement, à part arriver au moment du repas où mon oncle se lève. À l'image, c'est brouillé et il y a des bruits trop bizarres. Vraiment comme si quelque chose venait brouiller, en fait, on n'entend plus le son normal, c'est même pas comme si ça déformait le son d'origine. Au-delà des bruits de grésillement, il y a vraiment... c'est indescriptible. La cassette a bugué à partir du moment où ma mère a ressenti ce sentiment de mon frère va mourir tout à l'heure, quoi. Et à ma naissance, elle m'a donné en deuxième prénom le prénom de son frère. Depuis que je suis toute petite, ma mère m'a toujours dit que je me serais très bien entendue avec mon oncle. Donc j'ai comme une sorte de lien avec lui sans
sans l'avoir connu. Elle a toujours eu la sensation, en fait, d'avoir son frère par moment avec elle. Lors de la première manifestation dont j'ai été témoin, c'est là où elle m'a expliqué un peu ce que c'était, ce que ça pouvait possiblement être, et surtout qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. C'était dans ma chambre, dans notre appartement, on habitait en HLM. Je sais que c'était une journée un peu d'hiver, il faisait froid. Tout était fermé dans l'appartement, mes volets, ma fenêtre, et je me souviens que ma mère venait de m'acheter mon premier clic-clac, c'était mon premier lit de grande. Et on l'avait déplié et on avait mis un film sur ma petite télé que j'avais dans ma chambre. Et du coup, ma télé était posée sur une commode en bois, mais faite de manière très simple avec, je pense qu'il y avait 3-4 étages. Il y avait un étage avec ma télé, un étage en dessous avec ma chaîne hi-fi. Sur un des angles, tout en haut, j'accrochais, je laissais pendre mes médailles que je gagnais au sport, les tours de cou, on pouvait accrocher les clés, là, très années 2000, tout ça. Et on regardait le film et d'un seul coup, il y a tout un groupement justement de médailles et de trucs pour accrocher là autour du cou. En fait, ils se sont mis à se lever et à flotter à l'horizontale. J'ai vu ça, je me suis figé directement. J'étais tout de suite tétanisé. Et au bout d'un moment, ça s'est mis à se tendre comme si quelque chose voulait arracher tous mes petits trucs de l'étagère. Et ça a fini en fait par comme si ça avait tout lâché. Donc j'ai eu directement en fait la sensation que j'ai eue, ça a été des frissons le long de la colonne et je me suis mise directement à pleurer. Sans trop savoir pourquoi, je me suis cachée sous la couette. Et ce qui m'a marqué, c'est de sentir ma mère d'un calme olympien, vraiment. Je pense qu'il y a eu un petit délai parce que elle a dû peut-être se dire « Ah oui, c'est la première fois que Marie-Camille en est témoin ». Elle m'a très vite rassurée et le fait de la sentir très calme comme ça, j'ai été très vite attentive à ce qu'elle m'a dit. Ouais, elle m'a dit « Faut pas que tu t'inquiètes, c'est pas méchant ». À partir de ce moment-là, de ce jour-là, elle a commencé un peu à me raconter son histoire, qu'elle voyait carrément des personnes. Ma mère peut rentrer dans des endroits, même des fois dans un hôpital, il y a tout qui va se mettre à bugger. Je crois que ça lui est même déjà arrivé d'avoir une époque où dès qu'elle mettait des clés dans sa poche, elles étaient tordues. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très lourd au niveau de ma mère. Moi, je dis ses pouvoirs parce que elle les utilise pas vraiment, mais il y a vraiment quelque chose. On avait à cette époque-là une relation avec ma mère qui était très fusionnelle. On a dû apprendre à se faire énormément confiance. Donc, j'ai pas été paniquée. J'ai fait confiance à ma mère, mais c'est vrai que ça a été un gros bouleversement, clairement, dans ma vie. Je pense que j'oublierai jamais ce moment. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui ont commencé à se passer. On a retrouvé des choses très étranges dans cet appartement. Donc, c'était un HLM, et dès qu'on a emménagé, ma mère, elle a très eu envie de tout refaire, la peinture, la déco, de vraiment pouvoir se réapproprier les lieux. Et donc pour refaire correctement les papiers peints, des choses comme ça, on a dû démonter le radiateur de ma chambre. Et quelle fut notre surprise lorsqu'on a découvert glisser derrière 2 couteaux ensanglantés avec des traces de sang séchées. Et en fait, très vite, j'ai confié à d'autres adolescentes de l'immeuble qu'on avait retrouvé ça. Et là, les ados m'ont dit, oui, de toute façon, l'ancien voisin était totalement fou. Apparemment, c'était un monsieur qui tuait ses chiens. Mais bon, quand on arrive dans un immeuble comme ça, quand c'est des ados, j'ai un peu pris l'information avec des pincettes. Parallèlement, quand je suis rentrée au collège, je me suis tout de suite liée d'amitié avec une fille qui s'appelait Megan. Et là, on se raconte un peu nos vies normales, on fait connaissance, on commence à lier des liens d'amitié. Elle me dit où est-ce qu'elle habite, je lui dis où est-ce que j'habite, etc. Et lorsque je lui indique mon adresse, elle me dit « Mais attends, c'est fou, mon père habitait là aussi ». Et donc je lui donne le numéro, l'immeuble, l'étage. Quand on a emménagé, je me souviens du nom qui était inscrit sur notre boîte aux lettres, on a changé la petite étiquette. Et en fait, j'ai capté que c'était le même nom de famille qu'elle. Donc là, j'ai tout compris et elle me racontait littéralement que son papa... Elle ne le voyait pas, que c'était un père violent qui tuait ses chiens. Les propos des voisines étaient réels. Je trouvais ça assez fou de tomber pile sur sa fille dans ma classe et que ce soit la personne avec qui je crée un lien tout de suite à la rentrée. Ça posait aussi un contexte un peu glauque. Je suis restée dans cet appartement jusqu'à mes 18 ans et ça a été plusieurs années tout au long où il s'est passé plein de choses. Mais je pense que chacun tous on connaît
les bruits de notre maison et de notre appartement par cœur. Et donc moi c'était le cas aussi dans cet appartement-là. Je connaissais par cœur le bruit des voisins, à quelle heure ils faisaient du bruit, tout ça. Et donc moi, en tant qu'adolescente et grande sportive à l'époque, j'avais un appétit fort. Je mangeais avec ma mère le soir et souvent vers les coups de 23h, je sortais de ma chambre pour retourner me faire une assiette. Et donc souvent le soir quand je me levais, soit ma mère elle était encore debout en train de boire son café dans le salon, je connaissais par cœur les bruits, notamment quand elle posait la tasse de café sur la table basse en bois, parce que j'avais ma chambre qui donnait, le mur de ma chambre donnait sur le salon. Et il y a eu plusieurs soirs comme ça où j'entends ma mère vivre finalement dans le salon, je l'entends poser sa tasse et je me dis trop cool, maman dort pas, je vais pouvoir aller me refaire une assiette et puis lui faire un coucou. Et en fait j'arrivais dans le salon, j'allais tourner à gauche pour aller dans la cuisine et en fait je me rendais compte que le salon était plongé dans le noir, que ma mère dormait. Donc ça a un peu commencé avec des choses comme ça où j'entendais des bruits dans le salon. Puis au fur et à mesure, j'entendais des bruits de pas dans le couloir. J'avais l'impression de me faire des films, jusqu'au bout d'un moment où les bruits de pas se rapprochent de plus en plus de ma porte de chambre, jusqu'au jour où ça a carrément un peu gratté contre ma porte, où là j'ai pas pu m'empêcher de crier, de réveiller ma mère en sursaut et de la supplier de venir me chercher dans ma chambre. Donc j'ai dormi très longtemps en fait avec, pas tout le temps, mais très 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 souvent avec ma mère dans sa chambre parce que j'avais un petit peu peur. Il se passait d'autres choses comme je dormais dans ma chambre et d'un seul coup j'ai senti une présence derrière moi comme si quelqu'un me regardait et je me suis tournée et là j'ai été pétrifiée parce que j'ai vu une vieille dame assise à côté de moi en train de me regarder avec un sourire très agréable. Elle était pas menaçante, c'était une dame qui avait les cheveux tirés, attachés, je crois qu'elle avait un grain de beauté sur le visage, elle avait l'apparence de quelqu'un de vivant. Je me suis pincée et ça passait pas, donc je me suis juste retournée et je me suis mise sous la couette et je pense que je me suis endormie en ayant peur. J'ai pris l'habitude de parler à ma mère dès que j'étais témoin de quelque chose, donc j'en ai parlé à ma mère et avec la description que j'ai pu lui donner, il semblerait que ça aurait été son arrière-grand-mère à elle ou son arrière-arrière-grand-mère, quelque chose comme ça. Quand elle m'a montré la photo, en tout cas, j'ai reconnu la dame qui était venue me regarder dormir apparemment. Elle m'avait toujours dit d'allumer une bougie ou de pas hésiter oralement à demander à ce que ça s'arrête. C'est quelque chose que j'ai pas osé faire tout de suite parce que j'avais l'impression de faire un truc vraiment bizarre. Bon, après j'ai vraiment appris à le faire et parfois ça a pu calmer certaines situations. Il y a un moment qui m'a vraiment fait peur parce que j'étais toute seule. Je me préparais pour aller au lycée et donc j'étais dans la salle de bain. J'étais en train de me coiffer. Et lorsque je me regardais devant le miroir, derrière, il y avait un meuble en bois sur lequel on mettait nos affaires de toilette, le pot de gel, les petits boîtiers Yves Rocher de ma mère. À gauche, il y avait la baignoire. Et j'étais en train de me coiffer et j'ai vu le pot de gel se mettre à léviter. Il s'est soulevé de 15 cm. Ça aurait été que ça, je pense que j'aurais pu un peu trouver la situation un peu drôle. Ça faisait très Harry Potter vibe. Sauf qu'au bout d'un moment, le pot de gel a foncé contre le mur à gauche de ma tête. J'ai vraiment eu trop peur. Je suis sortie de la salle de bain, j'ai attrapé mon sac et je suis partie au lycée avec la boule au ventre. En fait, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'avais l'impression que mon corps ne répondait plus. Arrive le jour où ma mère a besoin un été de faire de l'aide à domicile dans un coin paumé en France en intérim, à Corbigny-les-Deux-Églises. Parce qu'on avait vraiment pas beaucoup d'argent, ma mère travaillait beaucoup, se tuait littéralement au travail, donc on ne part pas en vacances. Je sais que j'étais vraiment pas ravie en tant que jeune ado de passer l'été là-bas. On était logés dans je crois que c'était dans un ancien abbaye de Bonne Sœur, un truc comme ça. Il y avait personne, il n'y avait pas de jeunes. Je me suis beaucoup embêtée, mais ce qui m'a marqué pendant ce séjour, c'est ma mère qui est rentrée d'une de ses tournées un jour et elle m'a raconté qu'elle allait pour la première fois chez une dame âgée. Donc pour justement lui faire des soins, la toilette, tout ça. Et lorsqu'elle est arrivée, il y avait déjà une dame présente sur les lieux qui, elle, était là pour le ménage. Et lorsque cette dame a vu ma mère, apparemment la dame s'est totalement elle s'est raidie et elle a fini par dire à ma mère vous avez un pouvoir bien plus fort que le mien,
il y a quelque chose qui n'arrête pas de me dire, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de me dire Paul, Paul, Paul. Et c'est Claude qui me dit ça. 3 mois avant, le papa de ma mère, Paul, est décédé. Là, ma mère, même si elle est habituée à ce qui se passe chez nous, ça lui fait un coup, forcément, surtout quand on lui dit que c'est Claude qui lui dit ça. Comme je vous l'ai dit, elle a toujours eu la sensation que son frère était là d'une certaine manière, mais là, qu'on verbalise comme ça, c'était assez impressionnant pour elle. Surtout que ma mère s'est quand même posé la question, mais comment elle sait ? Enfin, c'est quand même posé la question si elle n'avait pas affaire à quelqu'un de malhonnête, peu importe. Et surtout qu'on n'était pas là où on vivait, quoi. On était vraiment on était quand même assez loin de là où on vivait, de là où il y avait toute la famille, etc. Donc ma mère continue d'aller chez cette vieille dame où elle voit souvent cette dame-là, je sais plus comment elle s'appelait. Et un jour, la dame en question qui était là pour le ménage dit à ma mère que son frère, justement Claude, est là. Et elle lui dit oui, votre frère c'était un sacré blagueur, non ? Il aimait bien faire des blagues, c'était un rigolo, tout ça. Ma mère a dit oui, en effet. Et il y a eu une manifestation à ce moment-là. Sur l'armoire de chambre apparemment de cette dame, il y avait c'est des pots de chambre, des choses un peu là en ferraille, là un peu lourd, qui étaient posés sur le dessus de l'armoire, et il s'est mis à bouger, à se soulever, à faire boum 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 comme ça. Et apparemment donc la dame a dit à ma mère que c'était son frère qui était en train de faire bouger le truc. Donc ma mère a été énormément perturbée, mais en même temps dans le bon sens avec cette rencontre. Et donc elle s'est légèrement confiée à cette dame en disant oui, en effet, chez moi il se passe des choses. Elle lui a pas raconté en détail comme je suis en train de vous le faire, mais elle a gardé contact avec cette dame qui lui avait dit je viendrai vous voir et je viendrai faire un tour chez vous pour voir si on peut calmer les choses. Parce que il y a quand même une partie de nous avec ma mère où on avait aussi envie d'être un peu tranquille chez nous et que possiblement on trouve des solutions pour que ça s'apaise. Voilà, le temps passe. Ma mère rencontre Gérard, qui est actuellement mon beau-père. Il vient au bout d'un moment s'installer chez nous. Gérard est une personne très cartésien, donc tout ça, il n'était pas ouvert à tout ça. Il n'avait jamais été témoin de ce genre de choses. Mais je pense que, en venant vivre à la maison, il n'a pu que prendre au sérieux ma mère. Donc à ce moment-là, on vivait toujours dans l'appartement. Moi, c'était justement un peu dans les dernières années où je vivais avec eux, parce que j'ai quitté le lycée juste avant le bac. J'avais enchaîné plusieurs années à ne pas aller bien du tout. La scolarité pour moi c'était pas primordial, ça ne m'intéressait pas, j'arrivais pas à être scolaire et j'avais qu'une envie, c'était de faire des études dans le sport et je voulais me sentir utile, je voulais vraiment être dans l'action. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par déménager sur Orléans pour aller faire une formation justement pour aller passer un BPGEPS. Et donc là, on était dans les dernières années avant que je quitte justement le cocon familial, on va dire. On était l'après-midi seuls, ma mère et moi. Elle avait des vases transparents assez hauts, il y avait des cailloux de couleur bleue où on mettait des bulbes de fleurs et les racines descendent le long des cailloux, donc avec l'eau ça stagne, au bout d'un moment ça crée des saletés, donc ma mère aimait bien laver, donc elle retirait la fleur, elle versait les cailloux dans l'évier pour nettoyer ensuite le vase. Et donc lorsqu'elle était en train de verser les cailloux du vase dans l'évier, moi j'étais assise dans l'entrée en train de bricoler mon skateboard. On entend toutes les deux et je vois dans ma vision périphérique plusieurs cailloux, 2-3 cailloux qui tombent, qui rebondissent, et mon réflexe c'est de me lever pour aider ma mère à aller les ramasser. Elle m'a dit non t'inquiète, de toute façon j'ai pas encore lavé le sol, je m'en occuperai après. Puis le moment passe et elle me dit mais attends, je retrouve pas les cailloux, tu les as ramassés ? Donc je dis non, j'ai pas ramassé les cailloux. Et là comme on avait l'habitude parfois des objets qui disparaissent, des choses bizarres qui se passent à la maison, on se met en mission retrouver les cailloux. En fait, on voulait pas non plus tomber, je pense, dans une sorte de paranoïa à tout simplifier, le moindre truc qui se passait en mode c'est paranormal. Donc on part en mission cailloux. Pour faire clair, on démonte même les meubles de cuisine de l'HLM avec l'aide de mon beau-père qui a fini par rentrer de sa journée de travail entre-temps. On démonte tout. On regarde dans les placards, dans le frigo, dans les poubelles. On ne retrouve pas les cailloux. Quelques jours plus tard, on rentre de course tous les trois, on ouvre la porte d'entrée, les 3 cailloux bleus sont posés par terre dans l'entrée. Vraiment, on vivait que tous les 3 à cette époque-là, il n'y avait pas de chat, pas de chien. On n'a jamais su ce que c'était, en fait, derrière toutes ces manifestations. Mais ma mère avait quand même l'impression que c'était pas forcément une personne en particulier,
Même moi, j'essayais de faire des tests parce que ça pouvait être stressant et un peu flippant parfois, mais j'ai fait tellement de tests. Des fois, dans le salon, il y a une époque, je laissais une feuille avec un crayon et je leur parlais. Je disais, mais si vous êtes capable de faire tout ça, juste faites un trait sur la feuille que peut-être on peut essayer de communiquer. J'en sais rien. Quand mon beau-père est arrivé, il avait une sorte de caméra un peu infrarouge. J'ai posé des caméras infrarouges dans le salon parce que c'est là où il se passait pas mal de choses. Ça n'a jamais rien filmé. Quand il n'y avait pas les caméras, il se passait des choses. C'était vraiment, à chaque fois que je voulais essayer d'apporter une preuve, c'était impossible. Sachant que ma mère m'avait toujours interdit d'essayer de rentrer en contact. Genre tout ce qui est Ouija, tout ça, elle m'avait toujours interdit de le faire. Je pense pas qu'elle-même ait déjà essayé ce genre de choses, mais elle m'a toujours un peu interdit de rentrer en contact, que ça pouvait s'accrocher, tout ça, donc... Il y a eu un soir où on a vraiment eu peur avec ma mère, on était toutes les deux dans sa chambre, et il y a eu un boucan comme si on avait lâché une famille de sangliers dans le salon. Ça a fait un boucan pas possible. Toutes les portes des placards en bois, etc., toutes les portes étaient ouvertes, des chaises reculées. Je sais plus si on est parti de l'appartement ce soir-là ou si on est resté, mais en tout cas c'était lumière allumée, quoi. Genre tout est resté allumé. Donc pour elle, dans ce genre de moment, c'était pas Claude, on savait pas en quoi. C'était vraiment, on était beaucoup dans l'inconnu, face à plein d'interrogations, de frustrations. Je suis parti pour m'installer à Orléans pour faire mes études dans le sport. J'avais un petit appartement au rez-de-chaussée dans une cour dans le centre d'Orléans. Dès mes premières nuits dans cet appartement, je sentais quelque chose par moment, je me sentais vraiment pas bien. Donc ça m'a suivi quand même ces premières années à vivre seule. Je retournais chez ma mère certains week-ends pour passer du temps avec elle et pour aller voir mes amis. Ma mère était restée en contact avec la dame qui s'occupait du ménage chez la personne âgée, à Corbigny des Églises, qui en fait s'avérait être une médium. Et donc cette dame vient chez nous, et donc ça tombe un week-end où je suis présente. Parce que je pense que ça tenait aussi à ma mère que je sois là pour voir un peu comment allaient se passer les échanges. Et très rapidement, ma mère lui fait visiter l'appartement et dès qu'elle rentre dans ma chambre, elle dit « Ouh là là, il y a des animaux qui sont morts ici ». Encore une fois, ça validait bien le fait que des chiens avaient été malheureusement tués dans cette chambre apparemment. Donc elle a passé la soirée chez nous à faire pièce par pièce, à dire qu'elle ressentait beaucoup de choses. Elle disait aussi dans le salon qu'il y a un moment qu'il y avait un monsieur qui était assis dans le fauteuil. C'était assez perturbant. Moi, j'étais ado et je prenais en même temps très au sérieux tout ce qu'elle disait, mais en même temps, il y a des moments où j'avais trop envie de rigoler parce que, encore une fois, on a vraiment l'impression d'être dans un film, quoi. C'est un peu irréel. Il y a vraiment une discussion avec elle qui m'a beaucoup marqué pendant le repas. Pour elle, en fait, tout ça, il y avait aussi une histoire de chevauchement de dimensions. Et qu'elle s'était déjà retrouvée de l'autre côté, entre guillemets. Quand elle racontait ça, j'étais très à l'écoute. Et en même temps, je rigolais parce que c'était, encore une fois, c'est un peu lunaire. Mais j'étais vraiment pas fermée, mais ça faisait beaucoup d'un coup. Et donc après le repas, elle propose de brûler des bougies et de réciter, je sais plus quelle chose, c'était pas en français, pour essayer de calmer ce qui se passait. Elle a dit... si vous voulez sortir de la pièce, vous pouvez. Si vous voulez rester, vous pouvez, mais voilà. Ma mère et mon beau-père sont allés dans la cuisine et moi je suis restée dans le salon. Et à l'époque, j'avais un PC. J'étais en appel vidéo Skype avec une de mes meilleures amies d'Orléans. Je m'étais confiée à elle pour le coup sur ce qui se passait et elle me croyait, donc ça faisait du bien. Quand elle s'est mise à réciter tous ces trucs-là, il y a des chaises qui ont bougé, l'abat-jour au plafond qui s'est mis à tourner, il y a plein de choses qui se sont passées. Et du coup, j'avais tourné mon PC discrètement pour faire partager l'expérience à mon ami qui était bouche bée. Donc là, j'étais témoin et quelqu'un avec moi était témoin aussi. Donc c'était très particulier comme moment. Et puis l'ambiance très lourde d'un coup, quoi. Ma mère et mon beau-père qui étaient dans la cuisine ont fini par ressortir et elle nous a dit j'ai fait un ménage où j'ai nettoyé. Elle a dit quelque chose comme ça. Normalement ça devrait se calmer, ça devrait aller un peu mieux. Et puis elle a fini quelques instants après par repartir parce que elle avait de la route quand même. Et en fait il se passait toujours des choses à l'appartement, quoi. Donc ça a jamais vraiment trop calmé les choses.
c'était intéressant et ouais, clairement impressionnant. Encore une fois, on a l'impression d'être dans un film, quoi. La dame était là en train de réciter des choses et ça provoque des choses et je trouvais ça assez fou, quoi. Donc je vis, moi, depuis quelque temps à Orléans. Et donc, comme je te disais, il se passait des choses dans mon appartement. Quand je pouvais aller chez des amis, quelque part, je ressentais des choses. Et surtout, un des événements qui m'a énormément marqué pendant ces 2-3 ans à Orléans, ça a été une après-midi sur mon lieu de travail. Donc j'étais en apprentissage, je faisais des études sportives. Donc j'avais mes semaines en cours. Et mes semaines, comme c'était en apprentissage, moi je travaillais dans une union d'associations. Ça regroupait des assos sportives et culturelles. J'intervenais de manière sportive et en même temps je travaillais pour l'organisation des 80 ans de cet asso. Donc je passais beaucoup de temps dans le local du siège de l'asso où je passais mes journées la tête dans les archives pour en gros faire un petit livret, retracer l'histoire des assos, tout ça, enfin voilà. Le local de cette association était dans une aile d'une école primaire. L'école primaire était en U. Au centre du U avait la cour de récré et donc avec les portails pour accéder à l'école. Ce bureau avait des fenêtres qui donnaient sur la cour. J'étais habituée à voir des parents, des grands-parents venir récupérer des enfants. Enfin voilà, j'avais l'habitude de voir des gens passer. Il y avait des visages que je connaissais très bien, qui étaient des instits ou des gens de la mairie, tout ça. Des fois, quand c'était des grands-parents souvent qui venaient récupérer les enfants, soit parce qu'ils étaient malades ou pour X raisons, ils étaient un peu paumés parce que comme l'école avait une forme de U, il y avait plusieurs portes d'accès, ils savaient jamais vraiment vers quelle porte se diriger. Donc j'avais l'habitude de sortir et de leur montrer, de leur expliquer. Et donc un jour, je suis donc dans les archives et là je vois un vieux monsieur avec un manteau marron et la moumoute un peu blanche au niveau du col et des manches là au bout. Et je le vois paumé pareil. Je lève la tête une première fois et je termine d'écrire ce que j'étais en train d'écrire. Et quand je relève la tête, il n'y a plus personne. Sauf qu'il était au milieu de la cour et je sais très bien que le temps que j'ai baissé la tête et que j'ai relevé, il n'a pas pu taper un sprint pour aller rentrer dans une des portes. Donc j'étais très, très perturbé. J'ai pas compris ce qui s'est passé. En même temps, il y avait une sensation un peu bizarre et surtout, je n'étais pas seul. Quand c'est arrivé, il y avait donc mon maître d'apprentissage, qui était le président de l'asso. Il a vu ma réaction, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, il y avait un vieux là, il était dans la cour, je me suis levé pour aller sortir pour l'aider et il est plus là. Il me dit moi j'ai vu personne. Le lendemain, je crois, donc je suis toujours dans cette recherche d'archives, de photos pour retracer les anciens présidents de l'asso. Et on tombe sur un trombinoscope avec toutes les photos et je tombe sur la photo d'un monsieur et c'était littéralement le monsieur que j'avais vu dans la cour la veille. Je suis resté pareil en bug total devant la photo, en train de me dire mais est-ce que j'hallucine, est-ce qu'il lui ressemblait beaucoup? Et en même temps c'est trop bizarre comment il s'est volatilisé de la cour de récré et surtout que sur la photo il avait le même type de blouson. Donc ça a été un des trucs aussi qui m'a énormément perturbé. Pareil, j'ai appelé ma mère, je lui ai raconté, et quand j'ai raconté ça, ma mère n'est jamais étonnée, quoi. Elle me dit oui, vraiment, j'avais l'impression de lui raconter que j'étais partie acheter une baguette de pain, quoi. Mais en tout cas, moi, ça me perturbait, et je pense que ça a créé tellement de frustration en moi de pas avoir des explications claires, nettes, précises, qu'avec le temps, j'ai un peu décidé de me fermer à tout ça. J'avais besoin de me sentir tranquille et en paix, en fait, d'être moins confronté à la frustration. C'est vraiment le truc qui c'est de pas comprendre, de pas avoir de personnes autour de moi avec qui échanger et je pense que mentalement je me disais je ne veux pas que ça arrive. Ça suffit, j'en ai marre. Dans ma tête, j'étais en fait vraiment dans ce mindset-là. En fait, on parle beaucoup de manifestation, en fait, de manifester des choses. Je sais pas si ça joue, j'en sais rien, mais moi je vois ça comme des portes. J'avais des portes grandes ouvertes et en fait, je les ai fermées en grande partie les portes. Elles sont restées un peu ouvertes parce que c'est quelque chose qui a continué de me suivre de temps en temps dans ma vie. Dans le sens où ma mère fait toujours partie de ma vie. Suite au déménagement de ma mère et de mon beau-père de cet appartement, ils ont déménagé dans un premier temps dans une maison, c'était pas très loin de Blois. Ils faisaient du gardiennage de propriété. Donc en fait, il y avait la maison du propriétaire, une deuxième maison collée en angle droit là,
Et ils avaient un énorme terrain qu'ils devaient entretenir avec 2 petits étangs, etc. Ça leur demandait beaucoup de travail extérieur. Et ils ont pas mal retapé la maison dans laquelle ils vivaient aussi. Même là-bas, les phénomènes ont suivi ma mère, on va dire. Et surtout, même moi, j'ai été amené à devoir revivre avec ma mère. Donc en fait, j'ai fait mes études à Orléans dans le sport. Ça n'a pas abouti sur ce que je voulais. Et avant de me réorienter vers quelque chose, je suis retourné vivre chez ma mère, je pense, pendant, je sais plus, 1 an, quelque chose comme ça. Et donc, là, c'était de retour. C'était la télé qui s'allume en pleine nuit. J'avais une de mes petites amies de l'époque qui a été témoin de ça. On est descendu, la télé était allumée, et quand on est devant la télé, ça change de chaîne, le volume augmente, ou le volume redescend. Enfin, au bout d'un moment, moi face à ça, je disais oh là là, vous êtes chiant, vous pouvez pas arrêter, on est en train de dormir. Et je finissais par débrancher totalement la télé. C'est un événement qui arrivait très régulièrement chez ma mère. Ma mère m'en parlait au téléphone de cette télé qui s'allumait. J'essayais toujours pareil de comprendre s'il n'y avait pas une autre explication. Je sais que ma mère, avec la technologie, c'était un peu compliqué pour elle. Mais je lui ai dit, il n'y a pas un truc programmé pour qu'elle s'allume à une certaine heure, je sais pas. Et puis en fait, quand j'allais chez elle, je regardais, il n'y avait rien de programmé sur la télé. Donc 1 an chez eux, j'ai pu revivre des choses. Et ensuite, donc, je suis reparti de chez ma mère pour aller m'installer à Tours. Et là, à Tours, là, vraiment, j'ai fermé les portes. Les premières années, j'étais vraiment occupée à vivre ma vie de jeune adulte. Donc là, à Tours, je travaillais dans la vente. J'étais vraiment tout le temps avec mes potes. Ça allait vraiment bien à ce niveau-là. Mais les choses ont recommencé à repointer leur bout du nez, on va dire. Donc j'ai rencontré Marion, avec qui je suis resté pendant 8 ans. Et Marion, je lui ai très vite parlé de tout ça, parce que c'est tellement une partie de ma vie que quand je dois vraiment me présenter à quelqu'un de manière très deep, je suis un peu obligé de parler de ça, parce que ça a un impact sur tellement de choses. Et en fait, Marion n'a jamais vécu ce genre de choses, mais elle a été très très à l'écoute, très curieuse et très emballée par le sujet. Donc là, on a essayé justement de trouver du contenu sur Internet, on regardait des chaînes YouTube, on était vraiment passionnés. Parallèlement à ça, on aimait bien avec notre groupe de potes de faire des sessions urbex. Vraiment, en fait, je me suis remise à me mettre un peu dans cet univers-là. C'est à partir de ce moment-là où j'ai senti un manque, comme si j'avais en fait fermé certes des portes en moi, mais qu'en fait ces portes-là, j'ai ressenti comme s'il fallait qu'elles restent un petit peu ouvertes pour mon équilibre, je sais pas. Enfin, c'était un besoin que je ressentais. Donc il s'est passé plusieurs choses dont on a été témoin, donc là à 2. Un des premiers trucs qui a été quand même vachement violent, et ça m'a pas plu. J'avais mon appartement, j'avais un salon avec cuisine ouverte. Mais ce qui séparait le salon et la cuisine, c'était un bar de 1,50 m, je dirais. Donc côté salon, le bar était fermé. Et donc derrière, le bar était ouvert. Il n'était pas très large, mais on pouvait ranger des verres, des bols. Et donc on était posé avec Marion sur le canapé en train de regarder un film, je sais plus ce qu'on faisait. Et au bout d'un moment, elle se lève, elle me dit tu veux une glace, ou je sais plus ce qu'elle me propose. Donc elle se lève une première fois pour aller chercher ce truc. Et après, je crois qu'elle se relève pour faire du thé. Et en tout cas, la deuxième fois où elle traverse cet espace pour accéder dans la cuisine, cet espace qui est large, hein, vraiment, mon appartement avait une superficie qui était intéressante. L'espace était large, quoi. On pouvait largement rentrer dans la cuisine et être loin du bar. Très important. Parce que du coup, elle passe, et là, un boucan. Il y a un boucan, et en fait, je lève la tête et derrière, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je capte à sa tête que elle n'a touché à rien. Et en fait, tout l'intérieur du bar, donc il y avait 2 étages avec des planches en bois. Ces planches en bois, c'est comme si elles avaient voltigé, donc tout ce qu'il y avait sur les 2 planches se sont explosés au sol. Donc il y avait du verre, parce que il y avait des bols, des verres, mais il y avait aussi tout ce qui était petit-déj, le thé notamment, que Marion voulait attraper. Tout était posé à cet endroit-là, donc il y avait un bordel pas possible dans la cuisine. Première chose qu'on fait, c'est qu'on ramasse, quoi. Il y a du verre partout, on ramasse, et puis très vite elle me dit, je te jure, j'ai pas touché. Je sais, elle m'a dit, mais c'est juste tout à l'heure, en effet, je suis venue attraper quelque chose, mais j'ai pas pu déséquilibrer 2 planches, quoi. Enfin, faut pas abuser. Donc une fois qu'on a tout ramassé, on remet les planches. Et encore une fois, j'essaie de comprendre. Donc on met les planches, et je remets du poids sur les planches pour voir comment fonctionne
les petits morceaux sur lesquels la planche était tenue, c'était pas des morceaux ronds où ça aurait pu créer un déséquilibre, c'était des trucs plats avec un encrochement. Donc en fait, sur le devant, pour que la planche dégage de cet endroit, fallait la soulever par en dessous et mettre une sacrée impulsion, surtout quand il y a des bols et des verres posés. Et puis surtout, en rangeant, on se rend compte que le thé a disparu. Donc comme pour l'histoire des cailloux avec ma mère, on a retourné l'appartement. On a regardé partout. Il y a même un de mes meilleurs potes qui était venu, qui nous avait aidé. On a regardé dans mon dressing, dans les trucs de salle de bain, tellement, encore une fois, j'avais l'habitude que des fois des objets disparaissaient, réapparaissaient des années, des mois plus tard dans des endroits qui avaient rien à voir. On fouille la poubelle, hein. Vraiment, j'ai mis la poubelle par terre chez moi. On n'a jamais retrouvé ce thé, on a déménagé ensuite, on n'a jamais retrouvé ce thé. Donc, dans ce laps de temps, il y a quelque chose qui est venu nous voler le thé. Et toujours dans ce même appartement, c'est repassé autre chose un jour et là, on a eu peur. Et surtout, ça s'est pas passé sur une soirée, ça a été sur du long terme. Ma chambre, la tête de lit, le mur donnait sur le mur de la salle de bain. Et en fait, un soir, on se couche et on entend des tic, 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 tic. Vraiment comme si, au niveau de notre tête, derrière, sur le mur de la salle de bain, vraiment ce bruit-là d'un ongle, comme ça. Sauf que ce bruit-là me fait énormément penser aussi à le bruit des canalisations. Puis tout de suite, on s'est dit, oui, ça doit être ça, le bruit d'une goutte, on n'en sait rien, ou de l'air dans des canalisations. Ça a été vraiment notre première pensée, les canalisations. Les jours passent et le bruit continue. Sauf que, je sais pas, quelque chose me dit que c'est bizarre. Et surtout, pour mieux écouter le bruit, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un bruit dans un mur ? On essaye de coller sa tête et son oreille contre le mur. Sauf que dès que je levais ma tête de l'oreiller, pour juste le relever et le mettre contre le mur, ça s'arrêtait. Dès que je me recouchais, ça recommençait. Le bruit, par moments, changeait de localisation. C'est comme si ça se baladait sur le mur. C'était plus vers la tête de Marion, plus vers ma tête. C'était trop bizarre. On a essayé de penser à des rongeurs ou des choses comme ça. Peut-être que mon mouvement créait le fait qu'ils arrêtent de bouger. Mais on avait peur, quoi. Puis c'était automatique. Le soir, on se couchait, on se positionnait pour dormir. Tac, 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 tac. L'enfer. Un soir, le bruit a fini par se téléporter du mur. Ça l'a fait sur le métal du sommier, juste derrière moi, vraiment de mon côté. Donc là, on a eu trop peur. Et là, pour le coup, je crois que j'ai demandé à Marion de sortir de l'appartement. Je me suis enfermée dans la salle de bain avec une bougie et j'ai parlé. J'ai demandé à ce que ça s'arrête, que ça nous faisait peur, que c'était pas agréable, que je savais pas quoi faire, quoi. Je sais pas si quelqu'un, quelque chose, une énergie, voilà, quoi. J'ai vraiment parlé à cœur ouvert, quoi. Donc, s'il te plaît, arrête. Ça n'a plus jamais recommencé. Tant mieux. Mais en même temps, qu'est-ce que ça dégage ? De la frustration. J'avais énormément envie de savoir ce que c'était. J'avais envie que ça s'arrête, mais en fait, c'est quelque chose qui me traversait l'esprit à chaque fois que je me posais ou que je me pose avec des bougies dans le noir à parler. J'aimerais bien que d'un seul coup, quelqu'un me réponde. Me dise, pardon, désolé, je m'amusais, ou désolé, je suis ça, ou je sais pas, j'ai besoin de comprendre, quoi. Le temps passe et on déménage sur Paris avec Marion. Donc, nouveau chapitre. On arrive sur Paris, donc on est dans un appartement juste à côté de Gare du Nord. Ce truc fait toujours partie de notre quotidien. C'est pas tant au niveau des manifestations, mais nous deux. On en parle beaucoup. Encore une fois, on essaie de regarder des vidéos YouTube. Enfin bref, on est soif de curiosité vis-à-vis de ça. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas eu de manifestation très effrayante, on va dire. Il y a eu quelque chose de très drôle. Lorsqu'on a déménagé, j'avais 2 seaux. Un seau avec des produits d'entretien de voiture pour nettoyer la voiture. Et un autre seau avec des produits d'entretien de chaussures. Bref, on s'installe, et puis les mois passent. 1 année, je crois, même, je sais plus combien de temps exactement. En tout cas, un jour, je passe une après-midi chez moi et il y a un réparateur qui devait intervenir pour un souci de volet électrique qui donnait dans notre salon. Et on avait ce plafond ignoble avec des carrés. Un peu comme les trucs au collège, là, les trucs préfabriqués, c'est des... Voilà. Donc le monsieur vient, il soulève ses dalles au niveau du plafond pour avoir accès au moteur, regarder d'où vient le problème. J'étais avec une collègue de mon ancien travail à cette époque-là qui est passée l'après-midi chez moi. Et au bout d'un moment, il termine par soulever une dalle cette fois-ci dans la cuisine. Mais en fait, c'était pour regarder les branchements du panneau électrique, là où il y a tous les fusibles. Il soulève cette dalle. Et là, vraiment, je me suis retenue de rire. Je vois mon imperméabilisant
Pour les chaussures, je me souviens exactement où est-ce que je l'ai acheté, ce truc. Je l'avais acheté à Tours après m'avoir acheté une paire de bottines. Donc il soulève cette dalle, c'est une dalle qui est légère, mais il la soulève et il y a ce truc qui lui tombe sur le haut du crâne et qui tombe par terre. Le monsieur est très étonné, il me dit mais qu'est-ce que ça fait là, c'est à vous? Et je m'éloigne, je vais dans le salon et je rigole avec ma pote et je dis mais c'est un délire ce qui vient de se passer. Pourquoi c'était là? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai reconnu, c'est le mien. Mais du coup, une fois qu'il est parti, direct, je regarde dans mon placard. J'avais un meuble pour ranger les chaussures et en effet il est pas dedans et je me dis mais c'est trop bizarre, je me connais, quand j'emménage je déménage, en une soirée les cartons sont vidés, la déco elle est posée, je suis un peu maniaque sur les bords, j'aime bien quand tout est à sa place, c'est pas dans le plafond ce truc, j'ai pas du tout eu peur, ça m'a fait rire, mais j'ai quand même contacté toutes les personnes qui avaient pu venir chez moi et qui avaient pu faire ce genre de blague. Je contacte mes meilleurs potes, je leur demande si c'est eux qui ont fait ça et ils rigolent et ils disent non c'est pas nous, je demande au cas où à ma mère et à mon beau-père ce n'est pas eux. C'est quand même bizarre, pile sur cette dalle-là en plus. Enfin, donc pareil, encore un truc inexpliqué, quoi. C'est... Un jour, on va prendre un apéro chez une collègue donc, de Marion. Et cette collègue-là, ça fait un petit moment que Marion me parlait d'elle, parce que c'est une fille qui a vécu pas mal de choses comme ça. Sa mère est apparemment un peu comme la mienne. Je sais plus si elle est médium exactement, mais en tout cas, voilà quoi. Genre, c'est vraiment aussi la famille très concernée par ce genre de choses. Ça faisait très longtemps que Marion me disait ça serait trop bien qu'on passe un moment avec elle, que vous échangez sur le sujet, ça va être trop intéressant. Donc arrive le jour venu, elle me raconte qu'elle était partie en Angleterre et qu'elle a ramené un jeune homme qu'elle voit souvent dans sa salle de bain. Enfin, elle me parle de choses assez lourdes et tout, mais trop intéressant. Encore une fois, moi, ça me fait vraiment plaisir et du bien de pouvoir échanger avec des personnes qui peuvent vivre des choses similaires. Elle vit dans un studio et quand on arrive chez elle, je me lave les mains. J'ai toujours 4 bagues sur mes 2 mains et donc quand je me lave les mains, je retire mes bagues, je les mets dans la poche de j'avais un pantalon, un cargo avec une poche un peu plus basse sur la jambe. On passe la soirée, je m'installe sur son canapé, c'est petit apéro, je n'ai pas bougé du canapé de la soirée. Vraiment, je n'ai pas bougé. Et on va pour partir, et du coup, je me dis, ah oui, c'est vrai, faut que je remette mes bagues. Mais même, ça trouvait ça bizarre, d'habitude, vraiment, je les mets tout le temps. Et au moment de vouloir remettre mes bagues, il y en a une que je ne retrouve pas. C'est une bague que j'ai achetée lors d'un voyage à Bali, c'est une bague que j'aime beaucoup. Mais voilà, je la retrouve pas, donc pareil... Comme je n'ai pas bougé, vraiment j'étais assise comme je suis assise actuellement. On retire les coussins de son canapé, on regarde dans les rainures partout, en dessous le canapé. On regarde partout dans son appartement, c'était un tout petit studio, on ne retrouve pas ma bague. On a évidemment retourné mes poches. Vraiment, je les ai sorties. On a été 3 à mettre la main dans cette poche. On a tout retourné, vraiment les coutures. Parce que des fois, on peut retourner une poche, mais vous savez, ça bloque un peu au niveau de la couture, au niveau de la sortie. On a tout bien retourné. Pas de bague. Puis elle me dit mais t'inquiète pas, elle est chez moi, je te la mets de côté, tu pourras la récupérer. Et en fait on continue de parler là debout, un peu c'est au revoir qui dure longtemps. Et là d'un coup on parle et je crois qu'elle me dit mais attends, revérifie vite fait. Je fais l'impression que c'était un tour de magie, j'ai mis la main dans la poche, ma bague était là. Au fond, pas coincée, elle était au fond posée normale dans ma poche. Et du coup je trouvais ça très drôle que ça arrive, parce que là pour le coup ça faisait vraiment très longtemps qu'il s'était pas passé quelque chose comme ça. Mais surtout qu'on était chez quelqu'un qui partageait ça. 1 année et demie se passe depuis cet événement. Entre-temps, donc on s'est séparés avec Marion, on a pris chacune un appartement. On est toujours en contact, il n'y a pas de souci, on est très proches. Et entre-temps, j'ai rencontré donc ma petite amie actuelle, Sarah. Donc elle est make-up artiste et elle a été contactée pour aller maquiller une personne pour son mariage. Et quand elle me l'annonce, c'est très drôle parce que elle m'annonce qu'elle va maquiller une DJ. Et quand elle me dit son nom, j'hallucine un peu parce que c'est une DJ dont je suis, entre guillemets, fan. Le terme me plaît pas, mais en tout cas que j'écoute depuis des années. Et surtout que c'est une DJ que j'ai déjà tatouée, parce que je suis tatoueuse. Quand j'ai commencé à tatouer, j'ai tatoué cette DJ. Et donc déjà, quand j'avais tatoué cette DJ, ça avait été un super moment parce que elle m'a marqué avec son art, ça m'a beaucoup inspiré, etc. Le fait de la marquer en échange, c'était un moment très, très marquant et cool. Et donc quand Sarah m'annonce qu'elle doit aller maquiller cette DJ, je lui dis mais attends, mais j'hallucine, je la connais, je l'ai tatouée, c'est trop bien. En plus de ça, humainement, elle est géniale, son mec aussi, c'est trop cool. Et là, Sarah me dit mais en fait, elle m'a dit que je pouvais venir accompagner, donc c'est trop drôle. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire que c'est toi. Donc on va à ce mariage et en fait, il y avait une invitée qui était proche donc des mariés, forcément l'invitée, mais c'était une chamane.
Et en fait, avant la cérémonie, je sais qu'elle a passé du temps avec les mariés, sûrement tout un rituel, etc. Quand elle est sortie de la pièce avec le marié, c'est le premier moment où je l'ai vue, j'ai senti un truc ultra puissant se dégager d'elle. Je sais pas comment l'expliquer, mais énergie de fou, mais pas énergie en mode waouh, quelqu'un est trop stylé, tu rentres dans la pièce, tu vois directement la personne. Là, il y avait un truc mystique. Et on passe donc la journée, la soirée avec eux, on fait le mariage, et le lendemain, on était conviés à revenir pour un brunch dans un endroit magnifique avec un accès à un grand terrain en plein milieu de la nature. Enfin bref, c'était trop beau. Et donc après le brunch, on va tous se poser dans l'herbe, et au bout d'un moment, je m'assoupis. Je m'endors et je me réveille parce que je sens qu'on fait brûler du palo santo littéralement au-dessus de mon nez. Et en fait, il y avait la chamane qui est venue pendant que je dormais me brûler du palo santo autour de moi, de manière très détente et tout. Du coup, ça m'a réveillée. Et en fait, elle m'a dit que elle avait pas eu l'occasion de venir me voir la veille, mais que elle avait senti un truc, une énergie ultra forte, je sais pas, pareil, se dégager de moi, j'en sais rien, donc ça m'a pas mal perturbée. Parce qu'en fait, depuis des années, c'est le premier contact que j'ai qui va un peu me dérouter comme ça. Parce qu'elle me dit ça, et elle me dit tu dégages l'énergie d'une montagne. Ça m'a fait sourire parce que Sarah, ma petite amie, m'a toujours dit que j'étais un peu pareil, je pensais à une montagne, genre le calme d'une montagne, un truc super positif lié à la montagne, je sais pas. J'adore la montagne aussi, donc ça joue. Mais le fait qu'elle utilise ce mot, ça m'a ultra perturbée. Et on s'est mis à parler très rapidement de choses assez liées aux énergies, à tout ça. Et elle m'a dit mais t'as déjà vécu des trucs un peu bizarres? Donc je lui ai fait un résumé de un peu ce que j'avais pu vivre. Elle m'a donné des conseils pour un peu sécuriser et j'avoue, j'ai toujours pas appliqué les choses qu'elle m'a dit de faire, mais je sais que j'ai énormément envie de la revoir et de prendre rendez-vous avec elle parce que justement, comme je disais un peu plus tôt, j'ai fermé des portes que j'avais laissées un petit peu entrouvertes, et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que ma vie a changé d'une certaine manière depuis que j'ai fermé les portes, qu'il y a des choses qui se font de manière beaucoup moins fluide. J'ai toujours eu la sensation que ça coulait plus de sources quand tout ça s'était ouvert. Le point final, point d'interrogation actuellement de ma vie, c'est j'ai envie un peu de, pourquoi pas, essayer de me rouvrir à ces choses-là, pas forcément en faisant appel à une médium ou des choses comme ça, mais là dernièrement, entre tes podcasts que j'entends, les expériences des gens, la rencontre avec cette chamane et tout, je me dis que c'est peut-être le moment justement que je rouvre certaines choses, comme si finalement ça pouvait aider dans la vie, que c'était pas source que de frustration. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.